Bonjour et bienvenue dans votre édition régionale. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi. Franck Dubosc a désormais sa statue de cire. L'humoriste normand a rejoint hier la crème des stars au musée Grévin à Paris aux côtés de Georges Clooney ou encore Ariel Dombal. Reportage dans ce journal. 1500 producteurs sont sur le pied de guerre depuis le début de cette semaine en Seine-Maritime. C'est le début de la campagne de la betterave, une récolte qui s'annonce plutôt bonne après l'excellent cru de 2009. Il a débuté sa carrière à Yvetot et aujourd'hui coiffe les plus grandes stars du tapis rouge de Cannes jusqu'à Los Angeles. C'est la personnalité de la semaine, rencontre aujourd'hui avec Éric Bachelet. Et puis nous partirons pour les Pyrénées rejoindre nos deux coureurs normands qui s'apprêtent à entamer leur course ultime, dernier préparatif avant le départ aujourd'hui. C'est l'un des enfants du pays qui vient de rejoindre la crème des artistes au musée Grévin. Franck Dubosc a inauguré hier soir à Paris sa statue de cire, assez ressemblante selon l'original. Le comédien et humoriste natif du Petit-Quevilly s'est déclaré très fier de voir son double statué aux côtés de Georges Clooney ou encore Ariel Dombal à Paris. Le reportage d'Aurélie Massé avec Robert Poli. Une horde de photographes guette le modèle original, mais quelques minutes plus tard, nul ne sait ce que dévoile le rideau. Le vrai ou le faux Dubosc? Vu du public, l'illusion est parfaite. On dirait une bougie qui a avalé Franck Dubosc. À vrai dire, Franck Dubosc, on l'attendait plutôt en slip de bain pour le clin d'œil à camping. Raté, ce n'est pas Patrick Chirac qui entre à Grévin, précisera l'humoriste, c'est moi, et c'est tant mieux. Est-ce qu'un jour j'aurais pu imaginer cette phrase-là, tu vas rentrer au musée Grévin? C'est flatteur, non, c'est très flatteur. Maintenant il faut y rester, c'est ça. J'ai qu'une envie, c'est qu'on lui coupe pas la tête pour le mettre sur une étagère. Physiquement, si je me plairais, non. Mais la statue est bien réussie. C'est un beau boulot, vraiment un beau boulot. Moulé dans ses moindres détails, Dubosc va faire des envieux. Nombre de célébrités postulent et harcèlent, paraît-il, l'Académie Grévin pour obtenir leur double de cire. Mais chaque année, seuls 4 artistes, 2 Français et 2 étrangers, rejoignent le musée. Le dénominateur commun, en fait, c'est le public. Donc il faut que le public identifie, reconnaisse et aime l'artiste qui rentre au Grévin. C'est le cas pour Dubosc. Le nouveau pensionnaire aura pour voisins Thierry Lhermitte, Carole Bouquet ou encore Georges Clooney. Pour toi, public, et pour la postérité. Dans le reste de l'actualité, nous vous en parlions la semaine dernière. Le casino du Tréport est perturbé par une grève. Cela fait 11 jours maintenant que les salariés et la direction de l'établissement ne parviennent plus à se parler. À l'origine du conflit, l'ouverture programmée le soir du 24 décembre et une augmentation de moins de 2% de salaire. Des propositions refusées par le personnel. Les salaires ont donc été gelés et des mises à pied ordonnées par la direction. Grégory Tellu avec Judicaël Rousseau. Ce matin, on s'efforçait de faire disparaître une odeur pestilentielle, celle d'un cocktail de fumier, de poissons pourris et d'urine de vache, déversé dimanche par les grévistes devant le casino. Plus que jamais, le dialogue est au point mort. La direction vient de procéder à 3 mises à pied conservatoires, dont une à l'encontre de cette déléguée syndicale. J'ai 2 autres collègues qui sont mis à pied conservatoire, donc un collègue croupier et un collègue barman. Voilà. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire motif grève illégale. Chaque jour, les salariés grévistes se réunissent devant le casino et font part de leur malaise à la clientèle. La plupart nous signent notre pétition de soutien. On a plus de 1000 signatures déjà. Plus de 1000 signatures qu'on a récoltées quasiment en 2 jours. Les gens qui nous laissent des dons. Soutien des clients, mais aussi du maire du Tréport qui déplore le manque de dialogue. Leur salaire, c'est un salaire de misère quand même pour certains. 1100 € pour travailler nuit, samedi, fête et dimanche, c'est quand même, je dirais, très très peu au regard des sommes considérables gagnées dans un tel établissement. La direction considère toujours ce mouvement comme illégal. Le casino a été contraint de fermer pendant 6 jours et de limiter ses horaires d'ouverture. C'est une partie de la mémoire du monde ouvrier de la Porte Océane qui s'en va, mais le conseil municipal l'a déclaré hier. Le bâtiment Caillard, situé dans le quartier des Docks, sera bien démoli. Une immense halle qui devrait être remplacée par un immeuble d'habitation. Explication d'Annie Locomodi avec Jean-Luc Drouin. La façade de l'usine Caillard ne passera pas l'hiver. La mairie, propriétaire des lieux, va la démolir et vendre la friche aux propriétaires de la maison de retraite voisine. Le projet du promoteur, agrandir sa maison de retraite, construire des bureaux et une supérette. Mais à une condition, ne pas réhabiliter le vieux bâtiment, trop cher.
C'est un gros bâtiment extrêmement large et qui était très difficile à réaménager. Il fallait faire des puits de lumière. Au point de vue orientation, ensoleillement et tout ça, c'était très difficile. On arrivait à sortir à des coûts à 4 à 5 000 euros le mètre carré, le logement ou le bureau. Donc on savait qu'à ce prix-là, ils ne trouveraient pas de preneur. Caillard au Havre, c'est 150 ans de construction de grues portuaires. Une usine où travaillaient jusqu'à 800 ouvriers, au cœur du quartier de l'Eure. Une véritable fourmilière où marins et dockers se côtoyaient. Et nous, Caillard, il y a 30 ans, on a envoyé des portiques au Kenya. Oui. Claude a travaillé ici pendant 50 ans et cette démolition ne le surprend pas. Comme je sais tout à l'heure. Mon quartier, je l'aime, je l'adore, mais s'il faut détruire cette façade et en faire des beaux logements, pour ma part, j'ai sondé les habitants du quartier, ça les dérangera pas, surtout les nouveaux arrivants de Saint-Nicolas. Les travaux débuteront dans 1 an et les amoureux du quartier de l'Eure vivent cette annonce comme une trahison. Quand vous voulez pas garder quelque chose, vous laissez pourrir. Je crois que c'est ça. Moi, ça m'attriste qu'on ait laissé pourrir cette façade parce qu'elle est magnifique. Et les arches, les portes auraient très bien pu constituer un arc de triomphe à la reconnaissance de Caillard. Mais le moyen le plus sûr de garder les façades d'usines debout, c'est de garder les usines en activité. Mais là, c'est une autre histoire. Cela fait des mois qu'il patiente au fond du port de Rouen. L'Amélia Cacaché sera bientôt vendue aux enchères. Mais avant cela, il était visité ce matin par des curieux intéressés par le navire long de 128 mètres et haut de 5 étages. Un navire vidé de ses marins philippins depuis l'hiver dernier. Sa mise à prix sera de 5,5 millions d'euros. Une vente aux enchères prévue vendredi après-midi. La récolte des betteraves à sucre a commencé dans notre région. 1500 planteurs sont concernés en Seine-Maritime. L'an passé, la campagne s'était révélée exceptionnelle avec des records de production et de richesse en sucre. Cette année, elle n'égalera pas la récolte 2009, mais s'annonce tout de même prometteuse. Reportage à Yves-Leron signé Grégory Tellu avec Judicaël Rousseau. Dès 10 h ce matin, les machines ont commencé leur travail. En 3 heures, ce sont près de 220 tonnes de betteraves qui seront arrachées sur ce champ. Du soleil en journée et des nuits fraîches, ce mois de septembre est favorable à la bonne croissance de la plante. De quoi faire oublier les conditions météorologiques difficiles de ces 6 derniers mois. On a semé les betteraves dans de bonnes conditions assez tôt. Il a fait sec au mois de juillet, les betteraves ont souffert, mais ils se sont bien rattrapés au mois d'août avec la pluviométrie qu'il y a eu. On battra peut-être pas les records de l'année dernière, où c'était la meilleure année en rendement sucre à l'hectare. Mais aujourd'hui, ça se présente pas trop mal. Faut savoir que depuis 15 jours, 3 semaines, la betterave prend 1 tonne de sucre par semaine. Il y a quelques années encore, les planteurs du département ne récoltaient jamais leurs betteraves avant le 1er octobre. Désormais, ils sont tenus de procéder à un arrachage précoce. C'est l'unique sucrerie de Seine-Maritime située à Fontaine-le-Dain qui le leur demande. La campagne doit se terminer avant Noël, mais arrachée de bonne heure, la betterave est arrêtée dans sa croissance, d'où un manque à gagner pour les planteurs. On a essayé, l'an passé, on y est arrivé, de mettre des compensations en place pour ces arrachages assez précoces. Disons que globalement, ça a permis de dérider un petit peu la situation. Mais ces compensations-là, honnêtement, compensent pas la totalité du manque à gagner. Ce tas de betteraves partira dès mercredi vers la sucrerie de Fontaine-le-Dain. Là-bas seront traitées quotidiennement près de 9000 tonnes de betteraves, et cela pendant les 3 mois de la campagne. C'est un moteur révolutionnaire. Son principe, réduire la consommation de carburant de 20 à plus de 35%. Une innovation dévoilée en première mondiale hier à l'hôtel de région. Et Raphaël D et Cyril Dudon y étaient. 220 chevaux sous le capot. Le nouveau moteur économique MCE5 VCRI à double turbocompresseur est intégré sur un véhicule démonstrateur français. Basé à Lyon, Vianney est l'inventeur de cette technologie à taux de compression variable la plus avancée. Objectif, repousser la limite de la réduction de carburant des moteurs essence. Avec un petit moteur, on arrive à développer le couple et la puissance d'un gros. Ici, c'est un moteur de 1,5 litre de cylindrée qui développe 40% de couple en plus qu'un V6 de 3 litres et qui développe la même puissance. Le moteur MCE5 est né à Saint-Étienne-du-Rouvray au Certam, le centre d'études et de recherche technique en aérothermique
a travaillé pendant 13 ans pour mettre au point le moteur économique qui consomme 30% d'essence en moins. C'est un moteur écologique en ce sens qu'effectivement il consomme moins de carburant, donc il va émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et il va également émettre moins de polluants parce que ce système permet de réchauffer le catalyseur plus rapidement. Le projet a coûté 12 millions d'euros. Il a été financé par l'ADEME, l'État et la région qui a déboursé 1 million d'euros. Donc le moteur est beaucoup moins lourd, il consomme beaucoup moins, donc il pollue beaucoup moins. Donc ça c'est aussi un vrai avantage puisque nous contribuons ainsi à la réduction des gaz à effet de serre. Pour les constructeurs, c'est évidemment aujourd'hui une aubaine. Pour l'heure, les essais sur route se poursuivent. Le moteur économique est maintenant prêt à entrer dans un programme de production en grande série à l'horizon 2017. Opération séduction pour l'industrie de la zone avraise. Un partenariat vient d'être signé pour faire la promo du tourisme économique. Dès le mois d'octobre, il faudra s'inscrire à l'Office du tourisme pour partir à la découverte de forteresses et autres sites sensibles jusqu'ici interdits au public. Explication Alexandra Huctin avec Hervé Guiraudot. Expérience inoubliable et sensations garanties au cœur des forteresses industrielles. Avec casque et badge de VIP, vous allez pouvoir vous glisser prochainement dans le quotidien de la zone portuaire du Havre. La centrale thermique EDF a été l'une des premières à laisser le grand public découvrir ses entrailles. Mais dès le mois d'octobre, Total et sa raffinerie organiseront aussi des circuits découvertes avec des guides expérimentés. Il faut faire l'effort d'expliquer nos métiers, l'intérêt qu'il y a, aussi l'impact sur l'emploi. Et on s'ouvre alors d'une façon organisée, bien entendu, c'est pas accès libre, mais on peut le faire, on peut concilier toutes ces contraintes sans problème. Port 2000, ses portiques et ses 2500 dockers. Jamais depuis l'ouverture il y a 4 ans, on n'a pu franchir librement ses portes. Le bus de l'office de tourisme, lui, sera autorisé à pénétrer par groupe de 25 personnes. C'est des métiers dont on parle souvent et qu'on voit souvent en termes d'image, mais on a très peu souvent l'occasion de voir et de comprendre aussi, parce que de voir c'est déjà exceptionnel, mais de comprendre comment des milliers de boîtes peuvent s'emboîter et qu'on soit capable de retrouver une boîte parmi X boîtes, c'est toujours impressionnant de comprendre comment ça fonctionne. C'est donc ça le tourisme économique. Renault est en train de faire valider les déplacements possibles dans sa tôlerie et ses chaînes de montage. Les scolaires et tous les curieux seront donc les bienvenus dans quelques mois. Il a débuté sa carrière à Yvetot, a ouvert son salon à Rouen et travaille avec les plus grands depuis de nombreuses années. Chaque mardi, nous vous ferons découvrir une personnalité qui fait l'actualité dans notre région et aujourd'hui, rencontre avec Éric Bachelet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette invitation, elle est loin d'être anodine quand on regarde votre parcours. Vous avez débuté dans le Pays de Caux. Votre famille est une famille de coiffeurs et aujourd'hui, vous vous baladez dans le monde entier. Éric, racontez-nous. Voilà, tout à fait. J'ai toujours un peu la valise à la main, quoique je passe beaucoup de temps en Normandie. Et puis je travaille à Los Angeles, je travaille sur Paris, et voilà, je reviens toujours dans mes racines à Normandie. Comment ça a commencé? Ça a commencé dans votre famille, hein, c'est une histoire familiale. Oui, ça au a départ. commencé une histoire familiale. Mon papa était installé sur Yvetot, toute ma famille. Ensuite, mon neveu et ma sœur travaillaient avec moi à Rouen. Et comme ça, je peux me permettre de m'absenter et de travailler un peu avec les journalistes à droite à gauche. Alors vous avez décroché des titres aussi, plus jeunes? Plus jeunes. Un tout petit peu plus jeune. Un tout petit peu, allez, soyons modestes, oui. Champion du monde, champion d'Europe, champion de France, ambassadeur pour L'Oréal Professionnel Paris à l'heure actuelle. Qu'on va pas dire, on va dire que c'est une grande marque dont on parle en ce moment beaucoup. Éric, comment vous êtes arrivé de ce salon à Rouen? Vous avez monté en 91, hein, je crois, exactement, à partir à travers le monde comme ça, coiffer les plus grandes têtes. J'ai été un peu repéré par la presse féminine, c'est-à-dire que certains magazines porteurs d'articles sur la beauté, et puis après ça, de fil en aiguille, j'ai eu de la demande un peu sur New York pour les Fashion Week, après je suis parti sur Los Angeles pour aller un peu plus haut, parce que j'aime bien un peu les challenges, je crois que c'est un peu viking, et à l'heure actuelle, je reviens un peu plus sur la Normandie, je travaille à Paris pour la presse, pour les magazines, voilà. Vous faites des défilés, vous faites aussi... Je fais des défilés pour des grandes maisons très connues qui m'appellent. Je travaille pour Paris Match, pour le Vogue, pour l'Officiel. Voilà. Vous faites aussi du portrait, vous rencontrez des gens. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué? Il y a toujours des gens très intéressants, qui sont très cultivés, tels que j'ai pu rencontrer Elsa Siebenstein à Cannes, qui est la femme de Decaune. J'ai pu aussi travailler avec Corinne Touzé pour Femme d'honneur en lui coupant les cheveux courts.
Et en fait, je reste à la portée en fait des femmes de tous les jours. Je crois que c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut essayer de faire et de rendre le plus grand service aux femmes pour être belles et jolies. Voilà, c'est le rôle du métier de la coiffure. Quand vous voyez arriver des jeunes stagiaires chez vous au salon, qu'est-ce que vous leur dites? Que tout est possible? Je leur dis qu'il faut d'abord, avant tout, être passionné. Je crois qu'il faut déjà s'intéresser autour de soi à ce qui se passe aussi, et puis avoir la volonté de réussir, de travailler, et puis d'être open, c'est-à-dire de s'ouvrir vers les autres. Merci beaucoup Éric Bachet d'avoir accepté notre invitation et puis on vous souhaite bonne route pour tous vos projets. Merci. On parle de sport maintenant avec du football et les Ciels et Marines qui se déplacent ce soir sur l'île de Beauté. Les Havrais se rendent chez les Corses d'Ajaccio pour disputer les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Un match qui sera sans doute très surveillé après la bagarre qui avait éclaté sur la pelouse de Deschazeaux. Souvenez-vous, c'était lors de leur dernière rencontre la saison passée. Écoutez, Cédric Dory, l'entraîneur du HAC. C'est des matchs à élimination par définition, donc direct, donc... Bon, c'est toujours des parfums particuliers. On avait à cœur cette année de passer des tours. On avait été mis à mal la saison dernière où on avait vraiment eu du mal lors des compétitions Coupe de la Ligue, Coupe de France. Cette année, on est déjà à 2 tours passés en Coupe de la Ligue. C'est vrai qu'on est des compétiteurs. On est très humble, mais on a envie de continuer notre chemin. Maintenant, on sait qu'on a aussi à tenir compte de la compétition championnat aussi, parce que comme on vient de le rappeler, c'est très important pour nous de rester en haut du classement, de s'installer en haut du classement, parce qu'on a des ambitions en championnat, bien sûr. Direction les Pyrénées à présent pour notre feuilleton de la semaine avec nos deux Normands, Fabrice Lefebvre et Sophie Coine, engagés dans une course pédestre ultime, soit 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé et 11 cols à franchir. Bon courage. Fabrice et Sophie qui arrivent enfin sur place, retrait des dossards, inspection générale du sac à dos. Vous allez le voir, il y a encore beaucoup de boulot. Pierre-Jean Vergne avec Jean-Michel Guillot. À 1000 km plus au sud, les Hautes-Pyrénées, avec ses sommets mythiques, le pic du Midi, le Tourmalet ou encore le col d'Aspin. C'est le terrain de jeu favori des grimpeurs du Tour de France. C'est aussi le décor du Grand Raid, 160 km à parcourir dans ces montagnes. Pour cette course folle, un équipement obligatoire est demandé aux participants. Le sac, la petite carte indispensable, la veste coupe-vent imperméable, la polaire en cas de grand froid, t-shirt, short, chaussettes, des gants avec des collants longs pour la nuit, des bâtons pour les montées et les descentes, crème solaire et crème anti-frottement, couche de survie, des lampes frontales indispensables. Voilà. La veille du départ, Fabrice et Sophie viennent retirer leur dossard. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Bonne question. Et les sacs sont vérifiés par l'organisation. C'est un intégré, il est là. Ouais, d'accord. À l'extérieur du chapiteau, le thermomètre avoisine les 40 degrés. J'ai l'eau qui coule là sous les jambes, tellement il fait chaud déjà. La chaleur, un des pires ennemis des coureurs et une angoisse supplémentaire pour Sophie. Je balise. Oui, j'ai très peur. T'as peur de quoi? Bah, j'ai peur de pas finir. C'est surtout ça. Après le reste, une fois que je serai partie, ça ira, mais c'est de me dire, bah voilà, j'ai fait tout ça et puis de pas finir. Arrête, je vais pleurer. Avant de partir, petit briefing. Des consignes, des conseils et des mises en garde. Par contre, si quelqu'un a mal aux pieds, il marche sur les mains, il fait comme il veut, mais il n'y aura pas d'évacuation de confort. Il n'y a pas un hélicoptère qui viendra vous chercher au lac Bleu ou au sommet du pic du Midi. Vielor, vendredi 27 août, 4h30 du matin. La nuit a été courte, mais le moral est bon. Une excitation parce que ça y est, on y est, quoi. C'est après 6 mois d'entraînement, à y penser fortement. Voilà, on est au départ, là, dans une demi-heure, ça y est, c'est parti. Je suis zen. On verra. On verra, c'est parti. Ils sont 643 sur la ligne de départ. 24 nationalités, 80 départements représentés. 5 heures, c'est parti. Sur les visages des sourires, beaucoup de sourires. Mais autant vous le dire tout de suite, ça ne va pas durer. Et suite de notre feuilleton, demain, avant de se quitter, sachez que les pièces de 10 € à l'effigie de nos régions sont présentées au public depuis quelques jours et la Haute-Normandie n'y échappe pas, elle aussi a sa pièce, plutôt jolie d'ailleurs, une pièce de 10 € donc que vous pouvez désormais retirer dans vos bureaux de poste.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'info régionale, ce sera tout à l'heure à 18h40 avec Rouen Métropole et puis votre édition Baie de Seine pour les habitants du Havre, suivi du journal de 19h présenté par Julie Eulette. Quant à moi, je vous retrouve demain dès midi. Belle journée à vous sur France 3 et à demain. Retrouvez la météo de votre région avec VK, système de fenêtres PVC.